Sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Depuis plus d'un demi-siècle, elle préside aux destinées du théâtre d'Aunoux et de la Comédie Caumartin. Denise Petit-Didier est l'invitée de Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est un bonheur de recevoir cette grande dame du théâtre pour évoquer avec elle et pour célébrer à travers elle toutes ces femmes qui, depuis Sarah Bernard, ont fait vivre la scène parisienne. Et justement, c'est de Madame Sarah que je vais vous parler dans un instant. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Sophie sur l'origine d'une superstition des gens de théâtre qui leur interdit de porter du verre sur un plateau. Et oui, nous pourrions d'ailleurs poser la question à Madame Petit-Didier. Je ne suis pas tout à fait certain que Sarah Bernard ait bien respecté cet interdit, mais en a-t-elle jamais respecté aucun? Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Qu'est-ce qu'une femme de théâtre? C'est Madame Sarah. C'est Sarah Bernard telle que nous l'a décrit Edmond Rostand, je le cite. Un cab s'arrête devant une porte. Une femme dans de grosses fourrures descend vite, traverse la foule, monte légèrement un escalier en colimaçon, envahit une loge fleurie et surchauffée, lance d'un côté son petit sac enrubanné dans lequel il y a de tout, et de l'autre son chapeau d'aile d'oiseau. Mincit brusquement de la disparition de ses ibelines, n'est plus qu'un fourreau de soie blanche, se précipite sur une scène obscure, va, vient, enfièvre tout ce qu'elle frôle, prend place au guignol, met en scène, indique des gestes, des intonations, se dresse, veut qu'on reprenne, rugit, érage, se rassied, boit du thé, commence à répéter elle-même, fait pleurer en répétant les vieux comédiens dont les têtes charmées sortent de derrière les portants, revient à sa loge où l'attendent des décorateurs, démolit à coups de ciseaux leurs maquettes pour les reconstruire, n'en veut plus, s'essuie le front d'une dentelle, va s'évanouir, s'élance tout d'un coup au 5e étage du théâtre, apparaît au costumier effaré, fouille dans les coffres d'étoffes, compose des costumes, drape, chiffonne, redescend dans sa loge pour apprendre aux femmes de la figuration comment il faut se coiffer, donne une audition en faisant des bouquets, se fait lire sans lettres, s'attendrit à des demandes, ouvre souvent le petit sac tintant où il y a de tout, confère avec un perruquier anglais, retourne sur la scène pour régler l'éclairage d'un décor, injurie les appareils, met l'électricien sur les dents, se souvient, en voyant passer un accessoiriste, d'une faute qu'il commit la veille et le foudroie de son indignation, rentre dans sa loge pour dîner, sa table, magnifiquement blême de fatigue, en faisant des projets, mange avec des rires bohémiens, n'a pas le temps de finir, s'habille pour la représentation du soir pendant qu'à travers un rideau le régisseur lui raconte des choses, joue éperdument, traite 1000 affaires pendant les entr'actes, reste au théâtre, le spectacle terminé, pour prendre des décisions jusqu'à 3 heures du matin. Ne se résigne à partir qu'en voyant tout le personnel dormir respectueusement debout, remonte dans son cab, s'étire dans ses fourrures en pensant à la volupté de s'étendre, de se reposer enfin, pouf de rire, en se rappelant qu'on l'attend chez elle pour lui lire une pièce en 5 actes, rentre, écoute la pièce, s'emballe, pleure, la reçoit, ne peut plus dormir, en profite pour étudier un rôle. Voilà ce qu'est une femme de théâtre, que dis-je ? Voilà ce qu'est Madame Sarah Bernard, décrite tellement, avec tant d'allégresse par celui qui sans doute l'a admirée parmi tous ses admirateurs, Edmond Rostand. Écoutons Sacha Guitry lui rendre hommage, car Sacha, évidemment, a été lui aussi un grand fanatique de Madame Sarah. Je l'ai tant aimée dans mon enfance, dit-il, et plus tard, j'eus pour elle tant de vénération, tant de respect, et une si profonde tendresse, que toute critique à son sujet m'a toujours été désagréable, que l'on raconte plaisamment sa vie, comme l'a dernièrement fait encore Reynaldo Hahn, soit, que l'on écrive avec exactitude et drôlerie, ainsi que Jules Renard le fait dans son admirable journal, sa maison, ses repas, ses accueils surprenants, ses lubies, ses excentricités, ses injustices, ses mensonges extraordinaires, certes, on en a bien le droit et je suis le premier à en rire, que l'on raconte aussi, comme le faisait mon père avec tant de mesure et d'esprit, certaines anecdotes théâtrales qui prouvent à la fois la cocasserie de son caractère et la constance de son génie, je l'approuve, bien sûr.
Mais qu'on veuille comparer Sarah Bernhardt à d'autres actrices, qu'on la discute ou qu'on la blâme, cela ne m'est pas seulement odieux, il m'est impossible de le supporter. Vous savez qu'en 1915, Sacha Guitry est allé filmer un certain nombre de grandes, de gloires de son temps. C'était sa contribution à l'effort de guerre et le film qu'il en a tiré, qui au départ était une conférence à film. Ce film s'appelle Ceux de chez nous. Il a été définitivement immortalisé par Frédéric Rossif au tout début des années 1950. Et bien dans Ceux de chez nous, Sacha nous montre Sarah Bernhardt et voilà comment il la présente. Et voici maintenant celle dont mon père disait que nous l'appelions Madame, mais Madame en 2 mots, car elle était véritablement Notre-Dame du théâtre. Voici Sarah Bernhardt, personnage fabuleux, légendaire, incomparable actrice, absolument géniale. Et ce jour-là d'ailleurs, dit-il, elle préparait une dernière tournée en Amérique. Grâce à Dieu, cette dernière tournée, elle a pu la faire 5 fois. Oui, voici celle qui a fait 10 fois le tour du monde. Elle est allée jusque chez les Peaux-Rouges. Elle a joué devant eux en plein air et chaque fois qu'il la trouvait particulièrement admirable, il tirait des coups de feu en l'air en signe d'allégresse. D'ailleurs, elle m'a dit que c'était odieux et je le pense volontiers. Mais elle a vu tant de gens à ses pieds. Elle a vécu tant d'aventures fabuleuses. Elle a reçu tant d'hommages que rien à cet égard n'aurait pu la surprendre. Et un jour qu'elle partait en vacances pour Belle-Île, rencontrant sur le quai de la gare le préfet de police qui, lui-même, allait de son côté à la campagne, elle lui a dit « Oh, merci monsieur de vous être dérangé ». Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Les femmes de théâtre sont à l'honneur cet après-midi sur Europe 1 et parmi toutes celles qui ont fait vibrer les planches, il y a bien sûr celle que Victor Hugo appelait la voix d'or, Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt, qui a été une Phèdre incomparable bien entendu et que d'une certaine manière, à travers le personnage qu'il en a créé dans la Berma, Proust a immortalisé. Jules Lemaître disait d'elle, elle pourrait entrer dans un couvent, découvrir le pôle Nord, s'inoculer le microbe de la rage, tuer un empereur ou épouser un roi nègre que je n'en serais pas surpris. Elle n'est pas un individu, elle est un complexe d'individus. Et c'est vrai que pendant 50 ans, on n'a parlé que d'elle à Paris, à tout propos, sans arrêt, au point que le dramaturge Charles Narret ait déclaré sur son lit de mort « Oh, je suis content de mourir, au moins je n'entendrai plus parler de Sarah Bernhardt. » Et c'est vrai qu'on l'appelait Miss Scandale. Elle s'envolait en ballon libre, elle s'est fait photographier plusieurs fois dans son cercueil. On l'a vu organiser une expo de ses sculptures, parce qu'elle se voulait sculpteur aussi. À Londres, elle achète un guépard, un loup, des caméléons. Et elle installe toute cette espèce de ménagerie dans son hôtel de la rue Fortuny. Il s'est même chuchoté qu'elle avait l'intention à une époque de se faire greffer une queue de tigre et qu'elle aurait trouvé un chirurgien pour tenter l'opération. Ça m'aurait amusé, confie-t-elle à Reynaldo Hahn. À certains moments, je l'aurais laissé traîner tranquillement sous ma robe, cette queue. Ou au contraire, dans les moments de colère ou de gaieté, je l'aurais redressée fièrement et elle aurait retroussé ma traîne comme une épée. Quand elle se rend pour la première fois aux États-Unis, elle est accueillie à l'égal d'une reine. Simplement aux États-Unis, il y a un nouveau pouvoir qu'on appelle la presse et qui n'existe pas encore en Europe, bien entendu. Elle est très surprise de voir ces gens qui arrivent et qui prennent des notes à tout propos et qui vous posent des questions. Ça n'existait pas, ça. Alors on lui dit « Quel est votre rôle préféré ?» Elle répond à la journaliste « Ça ne vous regarde pas !» Et un autre lui dit « Et que mangez-vous dans la journée ?»« Des moules », répond-elle. Les ligues de vertu se déchaînent contre Sarah Bernhardt parce que on la soupçonne de vouloir pervertir les bonnes mœurs américaines, bien entendu. Il y a un évêque qui va se montrer tellement violent dans ses sermons contre elle que on finit par en parler à Sarah. On lui dit « Vous savez, si vous allez à Boston, ça va être très difficile parce que l'évêque est remonté contre vous. » Alors elle lui écrit « Monseigneur, j'avais prévu de dépenser pour la publicité $400 dans votre ville, mais comme vous avez eu l'obligeance de le faire à ma place, je vous envoie $100 pour vos pauvres. » Triomphe indescriptible dans 50 villes des États-Unis qui font tant pour accueillir Sarah Bernhardt qu'elle va y contracter le surnom de Sarah Barnum. Le mot est de Marie Colombier, qui était une de ses rivales, bien entendu, qui ne la supportait pas. Alors,
J'ai eu l'occasion, ici même, de vous raconter déjà l'anecdote de la baleine, mais ça marche toujours, ça, si je puis dire. Ça fait partie quand même des grands moments de la vie de Sarah Bernard. Elle est à Boston, justement, et alors qu'elle vient d'arriver, un journaliste saute sur le marchepied de sa voiture et lui dit « À quelle heure allez-vous demain sur la baleine ?» Alors elle regarde ce type, elle se dit mais c'est un fou, mais vous êtes fou? Non, non madame, il y a une baleine dans le port et l'on vous attend pour les photos. Vous devriez y aller dès ce soir de peur qu'elle ne meure dans la nuit, lui dit-on. Alors bon, Sarah Bernard arrive à son hôtel et là elle découvre qu'un certain Henry Smith, qui explique qu'il est le propriétaire du baleinier qui a harponné et rapporté la baleine, voudrait lui parler. Il insista si drôlement, racontera-t-elle dans ses pseudo-mémoires, si autoritairement, si violemment même, que nous fûmes une cinquantaine le lendemain matin à nous rendre dès 7 heures sous une pluie glaciale au bassin du quai, dit-elle. Alors, on en fait tellement que Sarah se dit qu'elle doit pouvoir bien monter sur cette baleine qui est à flot, hein, bien sûr, c'est une baleine bleue qui flotte, vous savez. Donc elle monte sur le pauvre animal, elle arrache même un fanon, fait des photos, etc., et quelques jours plus tard, quand elle arrive à New Haven, elle découvre Smith dans le hall de son hôtel. Il est arrivé la veille avec une immense voiture tirée par toutes sortes de pauvres airs. C'est une sorte de très grosse, de très gros chariot, si vous voulez, et vous imaginez bien ce qu'il peut y avoir sur le chariot. Voilà l'affiche qu'on peut lire dans la ville de New Haven. Venez voir l'énorme cétacé que Sarah Bernard a tué en lui arrachant des baleines pour ses corsets, qui sont faits par Madame Lily Noël, et il y a là toute l'adresse évidemment. La baleine est aussi florissante qu'en son vivant. Elle a $500 de sel dans l'estomac et chaque jour on renouvelle pour $100 la glace sur laquelle elle repose. Inutile de vous dire que Sarah Bernard n'était pas très contente, mais que pendant toute la suite de la tournée, dans toutes les villes où elle s'est présentée, il y avait cette espèce de baleine putride qui la précédait et qui évidemment sentait de plus en plus mauvais. Ça c'est pour l'anecdote, mais n'oublions pas l'importance de cette femme bien sûr, qui quand même aura personnellement repéré Oscar Wilde, qui a découvert Mucha et lui a donné sa chance à travers tant d'affiches inoubliables. C'est elle qui a soutenu Lalique à ses débuts et qui lui a commandé ses premiers grands bijoux. C'est elle qui a favorisé un homme comme Émile Gallé, encouragé Guimard, inspiré d'Annunzio Maeterlinck et tant d'écrivains français. Je voudrais saluer tout particulièrement bien sûr Edmond Rostand et Miguel Zamacois. Comment nous étonner que Sarah ait été choisie dès lors comme modèle de la Parisienne. Vous savez que la Parisienne, vous savez ce que c'était? C'était une statue néo-byzantine qui accueillait les millions de visiteurs de l'exposition de 1900. Eh bien, évidemment, cette Parisienne, elle avait exactement les traits de Sarah Bernard. Plus tard, pendant la Grande Guerre, à la demande du général Foch, elle va dire des vers au front devant des poilus complètement médusés par l'apparition de Sarah Bernard. Et c'est d'autant plus méritoire qu'elle commence à être âgée à l'époque qu'on a dû l'amputer d'une jambe. En 1916, elle se rend aux États-Unis pour peser de tout son poids dans la balance pour faire entrer les États-Unis dans la guerre. La tournée compte 118 villes et elle va lui valoir 118 triomphes. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Quand on parle de théâtre au féminin, on pense forcément à Sarah Bernard. Jean Cocteau avait inventé l'expression monstre sacré pour Sarah Bernard. Effectivement, elle est la première comédienne à avoir fait des tournées triomphales dans le monde entier. Dans le monde entier. Et on a beaucoup écrit sur elle, évidemment, sur un site internet assez remarquable qui lui est consacré. On peut trouver beaucoup d'extraits de ses textes, y compris des textes de la main même de Sarah Bernard, comme celui-ci, extrait de son ultime ouvrage « L'art du théâtre ». Je la cite. Son temple est l'univers avec ses montagnes, elle parle du théâtre, ses forêts, ses villes, ses campagnes et ses fleuves, ses ciels bleus ou gris, ses astres, ses étoiles et ses planètes, son orchestre, le souffle féroce des 4 vents, le grondement du tonnerre, le grincement des galets, le rugissement des fauves, les trilles des oiseaux, le ululement des bêtes de nuit, le chant d'amour des amants, le râle des mourants, la plainte des humains, la prière des croyants, l'éclat de rire des heureux, le rire perlé des innocents. Son idéal, c'est d'obtenir sa gloire. Sa gloire est d'atteindre son idéal. Notre art est le plus beau, le plus noble, le plus évocateur, car il est la synthèse de
tous les arts. Et elle était, elle, incontestablement l'incarnation du théâtre, peut-être pas seulement de son temps, j'ai presque envie de dire l'incarnation d'un théâtre total. Vous savez qu'en 1896, le tout Paris lui a réservé un moment absolument inoubliable. C'était un grand jubilé Sarah Bernard, une journée entière. Ce jour-là, Edmond Rostand a lu devant la foule, vraiment tout Paris était là dans la salle au Théâtre de la Renaissance, et Edmond Rostand a lu ces quelques vers, un sonnet, le fameux sonnet à Sarah Bernard, je le cite maintenant. En ce temps sans beauté, seul encore tu nous restes, sachant descendre, pâle, un grand escalier clair, ceindre un bandeau, porter un lys, brandir un fer, reine de l'attitude et princesse des gestes. En ce temps sans folie, ardente tu protestes, tu dis des vers, tu meurs d'amour, ton vol se perd, tu tends des bras de rêve et puis des bras de chair, et quand Phèdre apparaît, nous sommes tous incestes. Avide de souffrir, tu t'ajoutas des cœurs, nous avons vu couler, car il coule tes pleurs, toutes les larmes de nos âmes sur tes joues. Mais aussi tu sais bien, Sarah, que quelquefois tu sens furtivement se poser, quand tu joues, les lèvres de Shakespeare aux bagues de tes doigts. Il y avait chez Sarah Bernard cette capacité d'envoûter toute son époque, et chacun voulait venir la visiter un peu comme on visite un monument. D'ailleurs, un de nos caricaturistes disait « À Paris, il y a deux choses à voir, la Tour Eiffel et Sarah Bernard ». Et parmi celles qui sont venues voir Sarah Bernard figurait Madame Colette, qui l'a vue sur la fin, sur le tard, et elle est très heureuse de pouvoir le raconter, bien entendu. « Je ne l'avais jamais vue d'aussi près, dit-elle. Au bout d'une longue galerie, elle était le terme et la raison d'être d'un musée un peu funéraire, de palmes, de gerbes séchées, de plaques et d'hommages commémoratifs. Son corps amputé, et oui, elle avait perdu une jambe, vous le savez, ne comptait plus en sachet d'une étoffe sombre à grand pli, mais le blanc visage, mais les petites mains brillaient encore comme des fleurs froissées. Je ne me lassais pas de contempler le bleu de ses yeux qui changeait selon les mouvements si vifs encore de sa tête impérieuse et petite. Et là, elle nous montre une vieille Sarah qui continue de régner sur le théâtre, de délivrer ses avis sur les autres, sur les comédiens, sur les auteurs, etc. avec une certaine violence, il faut bien le dire. Elle fait elle-même le café et elle y tient beaucoup et elle attend qu'on l'en complimente. Je consigne ici, écrit Colette avec respect, une des dernières attitudes de la tragédienne tantôt octogénaire, main délicate et fanée, offrant la tasse pleine, azur floral des yeux, si jeune dans un lacis de rides, coquetterie interrogative et riante de la tête inclinée, et ce souci irréductible de plaire encore, de plaire jusqu'aux portes de la mort, une mort qui ne la rattrapera qu'en 1923. Nous sommes en mars 1923. Elle avait promis à Sacha Guitry, qu'elle aimait beaucoup, qui était le fils de son grand ami Lucien Guitry, elle lui avait promis de jouer dans sa pièce un sujet de roman. Seulement, elle est trop fatiguée, elle ne peut plus tenir le rôle, elle est déjà alitée, elle est déjà en train de mourir, et elle va suivre la première grâce à une invention magique de l'époque, et dont Proust avait fait d'ailleurs ses délices, qu'on appelle le théâtrophone, et qui permettait de suivre une pièce de théâtre par téléphone à l'époque, vous imaginez. Et pendant, dit-on, toute la première, elle a dit son rôle, comme si elle était sur scène. Et le 26 mars, là vraiment, elle va très mal. L'Europe entière ne parle que de l'agonie de Sarah Bernard. Elle est un peu entre deux mondes déjà. Et elle demande à son médecin d'approcher. Alors le médecin s'approche, il se demande ce qu'elle va bien pouvoir lui demander. Elle lui dit: est-ce qu'il y a du monde là en bas? Elle veut savoir, un peu comme une comédienne qui regarderait par l'œilleton du rideau si le public est présent. On lui dit: oh si, oui madame, il y a vraiment beaucoup de monde. Oh, dit-elle, ils peuvent bien attendre encore un peu. Et l'on dira bientôt à cette foule amassée sur la place Pereire devant l'hôtel de Sarah Bernard: messieurs, Madame Sarah Bernard est morte, un peu comme on l'aurait dit, d'une souveraine, littéralement. Et au moment où sa mort a été annoncée, on était en train de jouer l'Aiglon au théâtre Sarah Bernard, place du Châtelet. Ce théâtre qui beaucoup plus tard deviendra le théâtre de la ville, le théâtre de la ville de Paris. Au milieu du premier acte, d'un seul coup, le rideau descend.
Pas besoin d'explication, les spectateurs savent exactement pourquoi ce rideau descend. Alors à ce moment-là, la salle entière se lève et se met à applaudir, à applaudir. Le mot de la fin revient à René Fauchois. Elle s'est éteinte, comme il fait noir tout à coup. Bonjour Denise Petit-Didier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Madame Sarah, c'est le grand modèle, mais il y a eu toutes ces femmes qui depuis ont fait rayonner le théâtre à Paris. Vous en faites partie et vous allez avec nous les raconter. La vie parisienne d'Offenbach sur Europe 1. Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous avez décidé de rendre hommage à toutes celles qui ont fait vivre la scène de théâtre parisienne avec les grandes directrices de théâtre. Et vous recevez Denise Petit-Didier, directrice du théâtre d'Aunou et de la Comédie Comartin et productrice de films. Alors Denise Petit-Didier, qu'est-ce que vous diriez, vous, de Sarah Bernard ? Elle est un modèle, un peu, d'une certaine manière ? Elle est plus qu'un modèle, parce que ça a été la première femme directrice de théâtre, et elle a montré le chemin. Et alors, je voudrais rajouter... Il fallait toute la gloire de cette comédienne pour qu'on autorise une femme à diriger un théâtre. Il faut dire, comme elle était devenue une sorte de héros absolu de son temps, on ne pouvait rien dire. Mais c'est elle qui a ouvert la voie. Sans elle, les femmes n'auraient sans doute pas pu diriger le théâtre, il faut le dire. Comme après, oui. Et d'ailleurs, ce qu'il y avait de très drôle, c'est que Sarah Bernard, quand elle partait en tournée, il y avait des tournées extraordinaires aux États-Unis, parce on oublie, bon là c'est un homme, mais quelqu'un qui encore à l'heure actuelle est très connu aux États-Unis, que maintenant en France on ignore presque, c'est Maurice Chevalier. Bien sûr, car c'est lui qui a imposé aux États-Unis Piaf et même Mireille Mathieu. Et Sarah Bernard, quand elle voyageait, qu'elle partait en tournée, elle emmenait toujours son cercueil. Et parfois elle couchait même dedans, paraît-il. Ça lui arrivait de ne pas coucher dans le lit de l'hôtel, mais de coucher dans son cercueil qu'elle mettait dans sa chambre. Elle avait un certain sens de la publicité, il faut bien le dire. C'était une grande personne de théâtre. Elle avait, vous savez qu'elle disait « je fais la pintade » à la fin de sa vie parce qu'elle restait sur une jambe et pour cause, elle avait perdu l'autre jambe. On s'est un peu moqué d'elle d'ailleurs. Oui, mais alors, il y a une chose, une anecdote qui est extraordinaire, que j'ai entendue par Sacha Guitry. Il racontait qu'il y avait un très grand... journaliste, Ernest Lajeunesse, qui d'ailleurs... Un écoutier, on pourrait dire. Oui, qui d'ailleurs, parlant d'un auteur qui est complètement ignoré maintenant, disait « ça sera le plus grand auteur du XXe siècle », et qui rajoutait « et Monsieur de Balzac finira comme il a commencé, par 100 livres que personne ne lira ». La preuve. Et alors, le jour où Sarah Bernard est revenue sur scène après avoir été amputée d'une jambe, on se demandait si elle avait un pilon, une jambe de bois, si elle avait une jambe articulée. Et alors tout d'un coup, on entend le roulement des 3 coups, qu'on n'entend plus malheureusement maintenant, mais le roulement... On ne donne plus les 3 coups, les brigadiers disparaissent. Qui précède les 3 coups, donc il y a le roulement, le premier coup, le deuxième coup, et Ernest Lajeunesse qui hurle « La voilà, elle entre !» Ça a fait un choc dans la salle. Un peu rire, sans doute, probablement. Oui, je pense. Il y a beaucoup de femmes qui dirigent des théâtres. Alors, de moins en moins, cela dit. Il y a eu une époque où c'était tout à fait incroyable, dans les années 70-80. Oui, et puis jusqu'aux années 80, même avant la guerre, il y a eu une personne qui avait épousé Tréborg, qui était propriétaire de théâtre, qui était Parisis. Et Parisis a été directrice juste avant la guerre, elle avait 16 ans. C'était le théâtre Michel. C'est le théâtre Michel. Et à côté, d'ailleurs, c'était aussi un théâtre où il y avait des femmes, qui avaient été Lumida Pitoef et après Madame Haribor. Oui, donc là, alors avec les Pitoef, avec Haribor, on est dans le cartel. C'était... D'ailleurs, c'était un théâtre qu'on considérait un intellectuel, petit peu disons. Oui. Intellectuel, comme on disait, c'est un théâtre rive gauche sur la rive droite. Vous avez connu Parisis, vous ? Alors moi, j'ai bien connu Parisis, mais moi je suis arrivé en 65 et je l'ai connue parce qu'elle était venue au Donou à la 100e de Pepsi en janvier 66. Alors c'était une petite bonne femme, je ne veux pas dire un petit tonneau, mais d'1,50 m, qui avait les cheveux jaunes, mais alors un jaune extraordinaire. Et elle avait les jambes légèrement arquées. Et on disait d'elle qu'elle avait les jambes comme l'Arc de Triomphe, dont le poilu n'était pas inconnu. C'est pour dire.
Et alors, à côté, il y avait comme directrice Madame Haribor. Et un jour, on demande à Parisis, Madame, qu'est-ce que vous avez comme pièce en ce moment, un journaliste? Et elle lui dit, une pièce de Stophane. Une pièce, pardon? De Stophane. Alors le journaliste lui fait, non, Aristophane. Oui, une pièce de Stophane. Non, madame, on dit Aristophane. Mais on dit pas toujours Haribor. Ah, c'est incroyable. C'était la haute culture. Oui, là, c'était pas le grand répertoire. Hein. D'où venaient-elles, ces femmes qui... Alors, elle, Parisis, ça avait été une grande vedette du Cafcons. C'est elle qui avait créé la fameuse chanson, je connais que les 2 premières paroles, « Ah, les fraises, les framboises », et qui avait repris une fameuse chanson, je crois, créée par Mayol, qui s'appelait « Mon cul sur la commode ». Oui, en effet. C'était d'une haute spiritualité. Oui, haute volée. Vous dirigez, vous, la Comédie Caumartin, le théâtre d'Aunoux. Il faut dire un mot de cette merveilleuse salle du théâtre d'Aunoux, petite salle, mais qui est un véritable bijou. Hein. Quand petite je dis petite, salle, ça fait 400 places. Oui, c'est ça. 450. Voilà, oui. Alors, le théâtre d'Aunoux, c'est très curieux. Il a été, il a été créé pour une femme par un riche amant, qui était un banquier belge, et elle avait un très beau gigolo. C'était Jeanne Renoir. Et quand il lui a fait ce théâtre, fait édifier, parce qu'avant c'était un hôtel qui a été rasé, et puis après il y a eu c'est un chef-d'œuvre de l'art déco, il faut dire pour ceux qui ne connaîtraient pas. 21. Et alors c'est un des premiers immeubles en béton armé, et où les gens pensent que c'est en pierre de taille. Il est en béton armé, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que au-dessus du théâtre, il y a 9 étages, 8 étages, et il n'y a pas de fondation. Il repose sur 2 trépieds et sur la voûte du théâtre. Et il y a 3 théâtres comme ça. Ce qu'il y a surtout d'extraordinaire, c'est que quand on parle du théâtre, habituellement, on parle du rideau rouge. On a l'habitude de voir toutes ces salles de velours rouge ou cramoisi, et là, c'est une salle bleue. Oui, mais bleu, pourquoi? Parce que Jeanne Renoir était la meilleure amie de Jeanne Lanvin. Ah, mais bleu voilà. Lanvin. Et Jeanne Lanvin, à ce moment-là, avait un atelier de haute couture et avait aussi un atelier de décoration avec le plus grand décorateur art déco de l'époque, qui était Armand Rateau. Et donc, c'est lui qui a décoré ce théâtre, qui est bleu et or, et avec d'ailleurs des fleurs qui sont des marguerites, qui étaient la fleur préférée de Jeanne Lanvin. Les marguerites stylisées, dorées, absolument sublimes. Dorées à la feuille d'or. Oui. Et d'ailleurs, sa fille s'appelait Marguerite. Et c'est un théâtre où, depuis 1921, il n'y a eu que des femmes directrices, et je suis la 4e. Ça, c'est incroyable. Il y a eu Jeanne Renoir. Un théâtre de dames, en quelque sorte. Uniquement un théâtre de dames. Les hommes ne savent pas ce que c'est de diriger ce théâtre. C'est un théâtre merveilleux, qui a une âme, qui est vraiment très très beau. Il y a une femme qui a joué un rôle important, vous m'en parliez juste avant que ne commence cette émission, c'est Marguerite Jamois, qu'on avait vue sur scène aux côtés de Louis Jouvet dans les années 30. Alors Marguerite Jamois, elle a dirigé le théâtre Montparnasse. Montparnasse, oui. Et alors c'était, on peut dire, une très belle garçonne. Moi je ne l'ai jamais connue, j'ai vu que des photos d'elle, elle devait être assez grande parce que on la voyait toujours en pantalon, avec un gilet et une cravate. Et elle a dirigé... Très masculine, en fait. Ah bah complètement, c'était vraiment... Elle se revendiquait comme une garçonne. Oui. Et donc, elle a dirigé d'une façon extraordinaire ce théâtre des Montparnasse, qui maintenant est dirigé par Myriam de Colombie. Exactement, et nous saluons Myriam de Colombie, qui fait partie de ces grandes dames du théâtre et de la scène parisienne. Alors dans un instant, nous allons parler d'autres grandes figures. Je pense à Elvire Popesco, je pense à Simone Berriot, enfin il y en a encore un certain nombre. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire des grandes directrices de théâtre. Franck Ferrand, vous recevez Denise Petit-Didier, qui est directrice de la Comédie Caumartin, productrice de films et directrice aussi du théâtre d'Aunoux, où actuellement se jouent Les Amazones. Depuis le 9 février, c'est une pièce de Jean-Marie Chevret. Ah oui, c'est plus qu'une pièce, c'est la comédie la plus drôle que j'ai jamais vue, moi, pour tout vous dire. Et je suis heureux qu'elle soit reprise. Il y avait combien de temps? 10 ans, 12 ans à peu près? 12 ans. Oui, c'est une pièce absolument désopilante de Jean-Marie Chevret,
avec là vous avez Sonia Dubois, Virginie Pradal et Marie-Bénédicte Roy qui sont les trois Amazones. Et puis les deux garçons sont Nicolas Van Beveren et Hugo Leboeuf. Oui. Donc, le fils de Franck. Nouvelle distribution, sauf Sonia Dubois qui était là dans la première. Sonia Dubois et même Marie-Christine Roy, Marie-Bénédicte Roy avait déjà joué ce rôle-là Alors, justement, c'est votre rôle, ça, et c'est ce qu'il y a de passionnant dans ce théâtre. Nous parlons bien là d'un théâtre privé, puisque Totalement. tous les théâtres quasiment que nous avons cités depuis le début de cette émission sont des théâtres privés qui sont là pour faire connaître de nouveaux auteurs, de nouvelles pièces. C'est tout un travail, ça. Vous êtes productrice, vous, d'ailleurs. Oui, j'ai produit beaucoup de pièces. D'ailleurs, quand j'ai eu au Théâtre d'Onou, Froufrou-les-Bains. Oui, formidable. C'est bon, il y avait 16 personnes sur scène, donc ça a été refusé par tout le monde, si on peut dire. Comme une sorte de, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, une comédie musicale en quelque sorte. Hein. Oui, c'était un pastiche de comédie musicale. C'est ça, un pastiche de comédie musicale. C'était extraordinaire. Et c'était d'un comique au départ. C'était extraordinaire parce qu'au départ, les gens, on les voyait. Foutons-nous tout. Oui, c'était ça la à chanson la fin, que tout le monde chantait. Oui. Et au départ, les gens, ils disaient, oh là là, c'est ça qui est drôle. Et puis alors, au bout de 5 minutes, il y avait la baronne qui tournait et tout ça. Et à partir de ce moment-là, les gens étaient pliés en deux. Vous avez aussi produit des films, il faut le dire, Denise Petit-Didier. J'ai produit beaucoup de films. J'ai notamment produit le film d'Alain Corneau avec Yves Montand, qui a été la première coproduction avec le Canada, que j'ai fait venir Carole Laure en France, et j'ai fait faire la seule musique de film à Jerry Mulligan, qui est devenu après un très grand ami, qui était un homme extraordinaire, et c'était donc la première coproduction. Et vous avez été la plus jeune productrice à avoir un film en sélection à Cannes, d'ailleurs. Oui, alors là c'était extraordinaire, c'était en 75, j'avais 30 ans, et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'il y avait deux productrices qui étaient Christine Gouzrénal, Michel de Broca, et puis peut-être une autre. Et quand on me disait, vous faites quoi? Je dis, je suis la productrice. Ah bon, vous êtes la productrice? Oui, je suis la productrice. Et c'était un film, le premier film de Robin Davis avec Blier Dufilo, et l'immense, la plus grande actrice des années 50 d'Hollywood. Alida Valli. La femme de Senso, n'est-ce pas? C'est elle qui a, grâce à elle, quand elle a rompu avec Hollywood, c'est la première chose qu'elle a fait, qui a fait connaître Visconti. Alors revenons à nos grandes dames du théâtre. Il y en a une à côté de laquelle il serait criminel de passer, c'est évidemment Elvire Popescu, je le dis avec l'accent roumain. Oui, parce qu'elle l'entretenait très bien, son accent. Elle l'entretenait très bien. C'était une personne absolument extraordinaire. D'ailleurs, elle était un peu la star d'André Roussin, hein, la Mama, bien toutes sûr. ces. Et alors, elle jouait pratiquement tout le temps avec les mêmes comédiens. C'était Pauline Carton, Jeanne Fusier-Gire, Robert Vattier. Ils formaient un peu des équipes, ces gens-là. Alors, elle a été directrice du théâtre avec Hubert de Mallet. Son complice, et elle a été directrice donc d'abord du Théâtre de Paris, et ensuite elle a succédé à Madame Simone Volterra au Théâtre Marinier. En fait, elle reprenait toute la troupe de Sacha Guitry, disons-le. Vous avez signé Fusier-Gire, Pauline Carton, etc. Ah oui. Elle-même, on la voit dans un certain nombre des films de Sacha. D'ailleurs, elle crève l'écran. Elle est incroyable, une personnalité lumineuse. Mais, et je ne dirais pas qui m'a dit ça, mais des gens qui la connaissaient bien disent qu'elle n'était quand même pas très facile au quotidien. Hein. Je suis gentil en disant ça. Très dure. Elle était très dure. Moi, je l'ai un petit peu sadique, connue. disons. Oui, elle était. Et puis, elle aimait pas tellement qu'on applaudisse les autres. Hein. C'est ça, voilà, oui. Alors, elle voulait bien qu'on les trouve très bons, qu'on les applaudisse, mais pas trop. Hein. Et il fallait, quand elle entrait en scène, il fallait que le public se lève et applaudisse, sinon elle jouait. Elle n'était pas contente, en fait. Non. Elle faisait savoir et elle faisait comprendre tout de suite. Alors, il y a une femme infiniment plus modeste, tout autre genre, c'est Marie-Belle, dont on parle jamais d'ailleurs. Oui, Marie-Belle, alors, elle a été... il faut dire à peu près qui elle était. C'est une comédienne avant tout, bien sûr. C'était une tragédienne. C'était une très grande tragédienne qui avait été à la Comédie Française, en même temps d'ailleurs que Madeleine Renaud. C'était la même génération.
Et c'est vrai que Madeleine Renaud, associée à son mari Jean-Louis Barrault, a été une patronne de théâtre aussi, il faut le dire. Complètement, bien sûr. Complètement. Ils ont été... ils avaient la troupe Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, et où Simone Valère et Jean de Sailly faisaient partie de cette troupe-là. Et donc, ils ont eu... d'ailleurs, ils ont été à un moment donné au Théâtre Marigny. Et puis, Marie-Belle a succédé au théâtre du Gymnase, parce que jusque dans les années 80, sur 47 théâtres, il y avait 37 femmes. Incroyable. Et puis c'était pas n'importe qui, des femmes qui avaient une personnalité comme Yvonne Printemps, Anne Chaudière, Madame Jean de Létras, qui était la femme de l'auteur de Boulevard au Palais Royal. Il y avait Madame Sanselme au Théâtre d'Aunou, à la Comédie Comartin et le Théâtre des Capucines. Il y avait Elisabeth Ijard au Théâtre Édouard VII. Oui. Mais bon, c'était le Théâtre de la Pépinière, qui est maintenant la Pépinière, c'était Martine de Breteuil. Il y avait Hélène Martini qui avait été au Bouffe et après Niki Nancel. Au Folies Bergères. Au Folies Bergères, Madame d'Herval, qui était immense. À la Renaissance, c'était aussi une très grande tragédienne de la Comédie Française, qui était Vera Corren. Et donc, Marie-Belle, elle avait eu elle avait succédé à Paul Roll, dont les parents avaient créé le théâtre de Jazet. Et donc, elle avait succédé à Paul Roll, et elle a monté des pièces, elle a fait jouer, d'ailleurs Yves Montand a joué des clowns par milliers avec... Quand on passe devant le théâtre du Gymnase, il y a encore son nom quand même. Oui, c'est le normal. Théâtre du Gymnase Marie-Belle. De même que au Théâtre Antoine, c'est le Théâtre Antoine Simone Berriot. Alors, Simone Berriot, ça a été autre chose. C'était pas exactement comédienne. Ça a été une femme où elle a eu la chance d'avoir un ami qui avait beaucoup d'argent, certainement, et qui lui a acheté ce théâtre. Et cette personne qui lui a acheté ce théâtre n'était autre que le Glaoui, le pacha de Marrakech. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer Mehdi je lui ai dit, mais votre grand-père avait acheté... il dit, oui, je sais, notamment à Simone Berriot, le théâtre et tout. Et alors, c'est une femme qui a commencé à diriger en 1943. Et elle a vraiment imposé dans son théâtre les pièces de Jean-Paul Sartre. Parce qu'il y a eu quand même Mort sans sépulcre, La putain respectueuse. Elle a monté aussi une pièce... Les Mains sales, qui avait été mise en scène par Jean Cocteau, ce qui a été quand même assez extraordinaire, et où elle avait fait venir pour la première fois un comédien qui n'était pas encore connu, qui était Perrier, François Perrier. Il y avait une découverte Vous parliez de pépinières, là c'était vraiment des pépinières pour totalement. Le coup. Avec la volonté de trouver de nouveaux textes, de nouveaux auteurs, de nouveaux talents, de nouvelles troupes d'une certaine manière, même si ce ne sont pas des troupes constituées, bien entendu. On pourrait trouver, du côté notamment de la mise en scène, un certain nombre de femmes dans le théâtre public aussi, on ne va pas y entrer aujourd'hui, mais ça reste quand même, ce sont les théâtres privés parisiens qui ont le plus donné leur chance aux femmes, disons-le. Puis alors il ne faut pas oublier que pour les films, avant il n'y avait pas les castings, ça n'existait pas, et c'était le premier assistant qui allait dans les théâtres pour découvrir les comédiens. C'est ça, bien sûr. Qui servait d'espion en fait, disons les choses. Oui, et puis pour vraiment les faire venir. Vous savez, j'ai la chance en ce moment de passer beaucoup de temps au théâtre, évidemment, puisqu'on en parle pas mal, mais aux Folies Bergères. Et donc, je vois au quotidien la vie d'un théâtre lorsque le public n'est pas là, si je puis dire. Et c'est tout à fait extraordinaire. On se rend compte quand on est non seulement sur la scène, mais quand on va se promener un peu dans les différents balcons, dans les coulisses, dans les scènes, partout. On se rend compte qu'un théâtre, c'est une maison. Et je crois que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ce sont souvent des femmes qui ont tenu tous ces grands théâtres, parce que il faut tenir ça comme on tient une maison. Oui, en fait, parce que je vais vous dire, il y a une chose qui est très importante. Il y a une expression où on dit la femme au foyer. Et vous savez de quand date cette expression ? Ah mais non. Vous allez nous dire ça. C'est une expression qui date du Moyen Âge. C'est le retour aux origines avant le retour aux origines là aujourd'hui. Oui. Qui date du Moyen Âge. Et au Moyen Âge, la patronne dans la maison, c'était la femme au foyer.
Et ça, c'est totalement Rien à exact. voir avec le foyer du théâtre, là, on parle bien Non, du... mais c'est quand même, il y a quand même un foyer de théâtre et les femmes qui ont dirigé, bon, j'en ai connu un certain nombre, donc qui étaient absolument extraordinaires. Merci beaucoup, Denise Petit-Didier. Nous avons hâte de lire votre ouvrage, vos mémoires d'une certaine manière. Vous avez appelé ça 50 ans derrière le rideau bleu ? Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle 50 ans derrière le rideau bleu. Eh oui, celui Voilà. de Donou. Le Donou. Oui, parce que le Comartin est un rideau rouge et au Comartin, quand même, en 50 ans, en 30 ans, j'ai eu que 2 pièces. Oui. 20 ans Boïn Boïn et 10 ans, quelqu'un qui travaillait ici C'était à Jean-Paul l'émission, Rouland. Jean-Paul Mais Rouland, oui. revient dormir à l'Élysée. C'est incroyable. C'était des pièces qui tenaient l'affiche. Ah, mais 20 ans, c'était 10 gens. ans. Mais on avait des massouliers, on avait le gras, on avait tout ça. Puis alors, après, j'ai décidé de consacrer ce théâtre à la découverte des nouveaux talents. Didier Gustin, Sandrine Alexis, Anne Roumanoff, Alévèque, Christophe Alévèque, oui, enfin, il y a un Christophe certain nombre. Alévèque, Jean-Luc Lemoine, la première pièce Jean-Luc d'Eric Lemoine Assous. qui est chez Cyril Hanouna, maintenant Ouais. chez nous, hein, bien Oui, sûr. oui. C'est vous qui lui avez donné sa chance. Oui, oui, les premières pièces d'Eric Assous, les acteurs sont fatigués. Et puis bon, en ce moment, j'ai ma belle-mère, mon ex et moi, et qui est une pièce excessivement drôle. Et Alors, à voilà. propos de pièces drôles, donc cette reprise de la célèbre pièce de Jean-Marie Chevret, Les Amazones, ça vient de reprendre là au Théâtre Cette Donou, semaine. et nous pouvons vous souhaiter que ça dure 20 ans comme Boing Boing, pourquoi pas après Ah, tout. pourquoi pas. Je sais pas si je serai encore là, mais de toute façon, en tous les cas, je veux être là jusqu'en 21, parce qu'en 21, je fais les 100 ans du Théâtre Donou. Bravo. Et là, Eh bien, on fera une nous grosse serons fête. tous là. Grosse J'espère en fête. tout cas que nous serons tous là. Puisque nous parlions de Sarah Bernard tout à l'heure, je voulais vous signaler que la comtesse Greffeuil est à l'honneur au Théâtre des Champs-Élysées demain, samedi, à 15h. Et c'est Laurie Lorrain notamment qui donnera une conférence sur la comtesse Greffeuil. Et puisque j'en suis aux annonces, je vous signale que ce week-end aura lieu le Salon des loisirs historiques, sous-titré Vive l'histoire. Alors j'imagine que si vous écoutez cette émission, ce salon des loisirs historiques devrait vous plaire, bien entendu. J'imagine que c'est porte de Versailles. Si ce n'est pas le cas, on va me le dire. Merci En beaucoup. tous les cas, Denis. je voulais ajouter, venez, si vous voulez rire et on en a besoin, venez voir les Amazones. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Et dans un instant, Franck Ferrand, vous nous donnerez les origines d'une célèbre superstition au théâtre, justement. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et nous avons parlé théâtre pendant presque une heure. C'est donc un retour aux origines consacré au théâtre aujourd'hui. Une question de Sophie pour vous, Franck, sur la page Facebook de l'émission. Pourquoi dit-on que le ver porte malheur au théâtre ? Alors, vous savez que vert, ça vient du latin viridis, c'est ce qui est vigoureux, ce qui est florissant, évidemment, c'est la nature. C'est plutôt positif comme connotation, sauf que, si j'en crois Michel Pastoureau, auteur de, vous savez, Vert, histoire d'une couleur, aux éditions du Seuil, au milieu du XIIe siècle, le vert est devenu la couleur du diable, des ennemis de la chrétienté, des créatures étranges, les sorcières, les fées, les dragons, les sirènes, les serpents, etc. Alors, le vert, c'est taillé une mauvaise réputation, si je puis dire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de porter du vert sur un plateau, sur une scène de théâtre ? C'est difficile à dire. Il y a beaucoup d'explications dont aucune n'est vraiment satisfaisante. Celle qui est le plus souvent admise, c'est que Molière, Poquelin, vous savez, au moment où il est mort, à la fin de la représentation du Malade imaginaire, en 1673, portait une tenue verte. Si Denis Boissier nous écoute, il va vous dire que, en fait, Molière s'habillait en vert parce qu'il occupait statutairement la place laissée vacante par les bouffons. Mais enfin ça, c'est une histoire qui nous entraînerait très loin. Je voulais quand même vous signaler que le salon des loisirs historiques n'a pas lieu du tout porte de Versailles, comme je le disais, mais a lieu à la porte Champéret, voilà, qui est réparée. Donc c'est à la porte Champéret qu'il faut vous rendre si vous aimez l'histoire.